Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel opus du club, votre émission préférée, j'en suis sûr, sur l'antenne de Sport en France. Un nouvel opus où il va être question de digestion de l'après-Paris 2024. Comment faire quand on revient un petit peu sur le quotidien? Quel nouvel élan trouver? Eh bien, ces questions, on va les poser à une fédération qui a brillé cet été, la Fédération française de tir, et l'état-major de cette fédération qui nous fait l'amitié de venir pour répondre à ces questions qui sont quasi existentielles 6 mois après la fin de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Autour de ce plateau, le nouveau président de cette fédération française de tir, Hugues Senger, est avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour Maxime. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, super, merci d'avoir répondu à notre invitation et être venu surtout en compagnie du gratin et notamment sportif. Annabelle Pioche est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour. Championne d'Europe par équipe, c'était il y a quelques mois maintenant, et vous nous faites l'amitié d'être avec nous pour évoquer le pistolet, mais pas que évidemment, à l'occasion de cette émission. Avec vous également, l'un des coachs de cette équipe de France, Walter Lapeyre, qui est également avec nous en survette, prêt à nous donner ses tips et ses conseils pour relever le challenge de Los Angeles 2028. Bonjour Walter. Merci d'être à nos côtés, un Béarnais au milieu des Alsaciens. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Didier Richard, un carabinier, est également avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous, membre de l'équipe de France de paratir qui avait disputé ses 5e Paralympiades à l'occasion de Paris 2024. Félicitations à vous, c'est déjà en soi une immense performance. Et puis last but not least, le DTN de cette fédération, Gilles Muller, nous fait l'amabilité de débriefer Paris 2024 et puis de prendre l'élan vers la suite, j'espère. J'espère aussi. Ouais, super, on va être focusé là-dessus. On aura bientôt la Fédération française aéronautique avec nous sur ce plateau. Donc l'élan et le nouveau décollage, c'est ce dont il va être question lors de la prochaine demi-heure. Merci d'être avec nous. C'est parti pour ce nouvel opus. Évidemment, oui, le bilan, calmement, on va le faire après ce semestre passé à revenir sur ses performances, à les analyser, j'imagine, pour vous, au sein de la Fédération française de tir, et puis se projeter. Revenir sur ces JOP de Paris 2024 pour le tir français, c'était à Châteauroux, sur le fameux site du CNTS, créé 2 ans auparavant. 24 tireurs tricolores étaient engagés, 15 en Oli, 9 en para. Au total, 4 médailles, 1 en or pour Tanguy de la Forêt, 2 en argent pour Camille Jedrzejewski et Tanguy également, double médaillé, 1 en bronze pour Jean-Louis Michaud. C'est un record pour la Fédération française de tir. Gilles, il me semble que l'objectif qui avait été un petit peu assigné, c'était 3 et 3, je crois, 3 médailles pour les Oli et 3 en para. Le DTN que vous êtes, il met quelle note finalement à ce Cru Paris 2024? Allez, une note sur 10, et puis on va filer la métaphore jusqu'au bout, l'appréciation. Alors effectivement, si on se projette et si on regarde un petit peu en dissociant entre les Olympiques et puis les Paras, on est plutôt sur un 6 sur 10 au niveau Oli, puisque c'est 1 médaille, alors que potentiellement on était sur 3 médailles. Et puis pour nos amis paralympiques, là cette fois-ci on est sur un 9,5, parce que on ne peut pas avoir la note parfaite, mais toujours est-il qu'effectivement 3 médailles, c'est objectif rempli. Donc on est sur une appréciation qui est très favorable, avec évidemment un lancement pour Los Angeles des meilleurs augures. Ouais, le témoin est transmis jusqu'à Walter sur votre gauche après ce bilan un petit peu plus général du côté Oli et du pistolet bien évidemment qui vous concerne. Walter Lapeyre, évidemment, il y a eu la très belle médaille d'argent de Camille Jedrzejewski, on en parlait tout à l'heure, au tir au pistolet à 25 mecs que vous entraînez. Elle faisait partie des potentiels médaillables, mais j'imagine qu'eu égard à la pression qu'avaient vos tireurs, comme tous les athlètes français, il doit y avoir une forme de soulagement, en plus de la satisfaction d'être allé jusqu'au bout de ce fameux potentiel olympique, non ? Soulagement, je ne sais pas, mais c'était une vraie satisfaction en tout cas de voir Camille sur ce podium. C'était quelque chose qu'elle avait annoncé. Elle était ambitieuse déjà il y a quelques temps et cette préparation est montée tranquillement, la pression aussi. On a eu la chance de pouvoir bien se préparer aussi sur Châteauroux parce que c'était un stand qu'on connaissait bien. Sûr.
un début d'Olympiade compliqué. Il faut se rappeler aussi le 10 mètres qui a été un petit peu difficile pour elle et Florian aussi. Et puis voilà, une remise en question rapide sur place pour aborder le 25 mètres différemment. Et puis cette belle médaille d'argent au bout. Il y a eu vraiment la nécessité, non pas de tirer une sonnette, mais de savoir dans les mots faire une forme de reset, pour dire dans un mauvais anglais, et reconcentrer les troupes. Complètement. Ouais. Ça a été ça. C'est-à-dire qu'il y a eu deux Olympiades pour Camille. Une première qui était, où elle était en difficulté, mais voilà, on a fait en sorte en tout cas que ça ne l'impacte pas tant que ça, pour se remobiliser rapidement pour le 25 mètres, ce qu'elle a su faire brillamment. Annabelle, de votre côté, spécialiste également du pistolet, il y a eu une déception, j'imagine, personnelle de ne pas aller voir les quotas pour ces Jeux Olympiques. Vous avez eu la force d'aller soutenir vos copines à Châteauroux, ou vous avez préféré mettre un petit peu de côté cet événement? J'ai soutenu bien sûr, à distance par contre. D'accord. Et soutenu, j'étais en contact avec Camille régulièrement, enfin, je lui ai envoyé plein de messages de soutien aussi pendant ses entraînements, ses matchs, tout ça. Et ouais, beaucoup de fierté surtout en fait. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, j'ai fait des années d'internat avec elle et de l'avoir réussi en fait vraiment à ce niveau, c'est de la fierté et ça fait rêver quoi. Alors tout à l'heure, je me suis permis un petit peu de parler au nom des sportifs. Finalement, c'est mieux de vous demander forcément cette pression de préparation olympique, vous l'avez vous senti, ça a été quelque chose de notoire d'un point de vue médiatique ou même des proches, des entourages, cette préparation pour essayer d'avoir les quotas, pour cette course-là, c'était compliqué? Pour ma part, pas tant que ça. Non. Après, je trouve qu'on est resté quand même assez soudés en tant qu'équipe. On s'est mis aussi un peu dans une bulle tous ensemble. Et du coup, pas tant de ça. Je pense qu'on s'est aussi un peu isolé chacun des médias, tout ça, et de vraiment se concentrer sur nous, notre équipe et ce qu'on valait, quoi. Didier, ça change une approche, ces JO à Paris, ça change. On en apprend quoi? Quelle leçon on tire de ce rendez-vous où tout le monde était encore plus attendu, tous les yeux de la France sont portés sur vous le jour de votre compétition? C'est une compétition qui a été très dure, personnellement, puisque j'ai pas réussi à avoir la médaille, puisque On aura l'occasion d'en pas parler. pressenti pour avoir une médaille. Ouais. Mais j'ai passé complètement à côté. Moi, j'étais content de faire les Jeux à Châteauroux, parce qu'en plus, on a un super CNTS, un centre national. Mais le problème, je pense que je ne me suis pas vraiment senti comme si c'était les Jeux, parce qu'on n'était pas dans le village olympique. Il n'y avait pas le petit bonus de rencontrer les autres sportifs. Mais après, on a super bien géré, parce que j'avais les entraîneurs qui nous prenaient en charge. Et s'il y avait trop de monde qui venait nous questionner ou bien nous poser des questions, Oui. il y avait les entraîneurs qui étaient là pour calmer un peu le jeu aussi. Vous permettre d'être dans la bulle. Oui. Et c'est une facette sur laquelle, de manière un peu plus générale, j'aimerais revenir peut-être avec vous sur le volet élite sportive, Walter et Gilles. Il y a eu, oui, quelques déceptions. Ce 6,5 que vous donnez le prouve. On pense notamment aux hommes sur pistolet à 25 mètres avec Clément Bessaguet ou Jean-Guy Campois, évidemment. La gestion humaine des déçus ou des événements à gérer comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas tangible face à la performance qui a été celle de nos sportifs. Comment cette partie-là, qui est la partie de la coulisse peut-être la plus importante de vos jobs respectifs, vous arrivez à la tenir? Comment ça se passe? Comment on gère un rendez-vous comme celui-là? Alors plus généralement, quand on va dire le poste au niveau de la direction technique, on essaye d'anticiper énormément de choses. Anticiper énormément de choses, ça veut dire anticiper notamment le public, c'est anticiper les médias, c'est anticiper les réactions du public. Et puis, évidemment, le point central, ça va être par rapport à l'athlète, c'est d'anticiper cette projection qu'il peut avoir avec un résultat qui, bien évidemment, est celui d'obtenir une médaille. Et là, après, forcément, il y a la douche froide. Donc là, cette gestion-là, elle est très rapide, hein, c'est-à-dire que derrière, on bascule tout de suite dans j'efface et puis je vais me reprogrammer sur autre chose. Je vais tout de suite essayer de me rechallenger sur autre chose. Je vais avoir un nouveau projet, je vais avoir à digérer très très vite parce que tout simplement, c'est le rythme des jeux qui fait ça. On peut pas. Walter, ça veut dire déléguer, ça veut dire raréfier la parole, au contraire, être omniprésent, en tout cas dans la tête du compétiteur? Nous, on a vraiment essayé de tout anticiper. Alors, c'était peut-être un peu illusoire, parce que forcément, anticiper les Jeux en France, personne ne connaissait. Personne ne savait le tir, l'aléa, c'est quand même… ce qui allait se passer.
Ceci dit, on a beaucoup échangé avec les athlètes pour imaginer ce que ça pouvait être et essayer d'anticiper au maximum sur les réseaux, sur les médias, sur la famille, aidé évidemment par la fédération qui a mis à disposition aussi du personnel pour ça, pour mieux aider nos athlètes à gérer les Jeux en France. Mais ça a été assez anticipé, on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé et ça nous a permis de mieux aborder cette compétition qui reste quand même assez singulière, quoi. Et dans l'après, Didier, vous nous le disiez tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de le détailler. Vous arriviez sur ces Jeux paralympiques avec le statut de double vice-champion du monde sur le tir à 10 mètres à la carabine, ancien champion d'Europe à la carabine, 3 positions à 50 mètres, 2 épreuves sur lesquelles vous concouriez lors de ces JP. L'après, déception de non-finale, là aussi sur la gestion humaine, vous avez ressenti des besoins, des choses pour digérer ces rendez-vous-là? Oui, des gros besoins même, parce que je pense que j'ai même pas encore digéré à fond, parce que la déception était grande. Mais je prends une année, là c'est une année pour moi assez sympathique. Je ne veux pas dire que je tire pas, mais j'ai pas une année que je me mets à fond dedans. Sympathique ou sabbatique? Non, oui, c'est pour, vraiment pas. Parce que moi, l'année qui est plus importante, c'est l'année prochaine, qui aura les championnats du monde et les qualifications pour les prochains quotas. Et Annabelle aussi est déjà tournée vers la suite. On aura l'occasion de se projeter vers nos sportifs et leurs prochaines échéances dans les prochaines minutes. Mais avant cela, dans ce moment où l'on revient en arrière, Président, là c'est à vous que je m'adresse. Même si vous n'étiez pas là pour ces JOP de manière tangible, vous avez été élu le 15 décembre dernier. Le leg qu'on entend beaucoup sur les infrastructures, est-ce que cet élan-là, sportivement parlant, il est tangible aussi? Là, je parle de l'élite, je ne parle pas forcément de la base, mais est-ce que vous le sentez, vous, depuis quelques mois où vous avez fait, j'imagine, cette audit? J'ai eu la chance déjà d'assister aux Jeux Olympiques puisque je faisais partie de la Fédération mondiale, surtout pour la partie Olympe, les JOP. J'ai fait un court passage à l'occasion de la médaille, donc j'ai eu beaucoup de chance, oui. J'ai été gâté pour ça. Donc comme j'ai fait du haut niveau aussi, j'ai appréhendé cette compétition au travers de ce prisme-là. Il est clair que nous avons tous immédiatement porté notre regard sur les Jeux de 2028 par rapport justement à ce ressenti à chaud en disant les gars, vous avez ressenti des choses fortes ici, vous avez compris beaucoup de choses aussi, vous avez un ressenti sur l'écart entre ce que vous imaginiez et la réalité que vous avez vécue. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel qui vous aidera à vous tourner immédiatement sur Los Angeles 2028. Et le grand sujet, c'est ça. J'ai été surpris, Gilles, Walter, vous pourrez évidemment en témoigner, de l'ambiance. Alors, je les ai vécus depuis Paris pour le travail, mais de l'ambiance autour de ce tir et à Châteauroux. Est-ce que justement, parmi les remarques des champions, des championnes, cette vie, qui n'est pas forcément le quotidien en Coupe du Monde ou ailleurs, a été quelque chose qui a pu surprendre, inhiber ou au contraire s'en nourrir? Ça a été le cas en fait, effectivement, en fonction de chaque athlète, chacun a réagi de façon très différente. Si on prend, enfin Walter pourra le dire avec Camille, on s'est senti porté, c'est-à-dire que c'était d'utiliser cette ferveur qui était vraiment assez exceptionnelle pour nous, par rapport à une compétition traditionnelle que l'on peut connaître, ou voire même des jeux, pour ceux qui avaient déjà connu des jeux. Donc cette ferveur donc, portée, et j'utilise ça comme quelque chose de très positif, et d'autres l'ont subi, même s'il y avait eu des anticipations, même si effectivement on avait pu travailler dessus, jamais on n'aurait pu imaginer un tel engouement, et surtout une telle sollicitation. C'est-à-dire que c'est de la sollicitation depuis le matin. Le matin, en arrivant, en posant les pieds au stand de tir, c'était tout le long du parcours, il y avait donc des petits mots, des petites sollicitations. Donc tout ça, c'est quelque chose, c'est un parcours de star en fait, qui pouvait être très déstabilisant, et donc forcément inhibant pour certains, puis au contraire galvaniseur pour d'autres. Walter, il y a eu une forme de gueule de bois début octobre pour les champions, peut-être même pour vous, ce retour à l'ordinaire, mais au sens premier du terme, j'entends. Oui, parce que c'est pas évident, enfin pour moi, d'avoir, il y a un petit retour sur soi, un retour sur ce qu'on a pu aussi accomplir avec le groupe. Bon, il y a la médaille de Camille, mais c'est un vrai questionnement sur ce qu'on a pu produire pendant ces 3 années depuis Tokyo. Bien sûr.
Et derrière, il peut y avoir des remises en question. En tout cas, moi, je me voyais bien repartir avec ce groupe-là, mais en faisant différemment. Mais il y a un temps quand même d'analyse, un temps où il y a ce temps-là de bilan à faire, hein, où on a voulu prendre du temps aussi pour ça, de bien réfléchir à ce qui avait fonctionné, moins bien fonctionné, ce qu'on aurait pu améliorer. On se pose des questions sur soi, en tout cas pour moi, ça a été une vraie introspection de voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour une médaille d'or aussi. Parce que bon, même s'il y a une belle médaille au bout, on se pose quand même cette question-là. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Et puis avec l'ensemble du groupe aussi, comment on repart, comment on se projette sur la suite des compétitions. Eh bien, de manière beaucoup plus aisée, avec les mots, on va se projeter, nous, dans Fait Débat, sur les prochaines échéances pour la Fédération française de tir et ses champions. Fait Débat. On est bien entouré cette semaine dans le club avec 5 membres de la Fédération française de tir qui nous font l'amitié d'être avec nous et notamment Hugues, son président. On le disait en introduction, vous avez été élu le 15 décembre 2024 à la tête de cette fédération. 74% des votes, un petit peu plus. C'est un pourcentage important mais qui vous engage, j'imagine, sur quelques chantiers importants que furent ceux de votre campagne. J'ai lu notamment l'optimisation du centre national de Châteauroux. En gros, ça veut dire quoi? En assurer la vie au quotidien désormais après cette grosse montagne et ce gros pic que furent les JO, c'est ça? Tout à fait. Il faut revenir en arrière pour dire que les JO, l'engouement des JO a surpris tout le monde, en particulier certains invités qui sont venus aussi. Thomas Barr, Tony Estanguet ne s'attendaient pas à cet engouement du public, ils ont été agréablement surpris. Ensuite, effectivement, 74%, nous attendions le terrain nous disait qu'apparemment l'attente s'était effectivement concrétisée de cette manière-là. Terrain, je crois que je parle sous votre contrôle. Pour la première fois, le scrutin donnait un petit peu la parole au club. Tout à fait, c'est ouais. Exactement ça. C'est pour ça que je parle du terrain, tout à fait, Maxime. Et de dire aussi, par contre, nous ne nous attendions pas à l'importance de ce score qui effectivement nous met en face des réalités avec une attente extrêmement forte de la part des clubs, de la part des licenciés, de la part de la structure de la Fédération française de tir aussi. Et du coup, Châteauroux. Le CNTS, Centre national de tir sportif. Donc aujourd'hui, la définition d'un projet d'établissement, très clairement un outil qui est au service du développement de notre fédération pour l'entraînement des équipes nationales, des équipes régionales de ligue, des clubs qui veulent venir s'entraîner. Vraiment une machine à entraînement, une machine à formation aussi. Il faut que nous mettions l'accent toujours sur le développement de la formation, bien sûr de nos entraîneurs, de nos moniteurs, mais aussi de nos arbitres, de nos dirigeants sportifs. Donc continuer un gros effort puisque même si on n'en parle pas beaucoup, c'est quelque chose que nous avons beaucoup développé sur les 10 dernières années, ça porte ses fruits, il faut continuer. Bien sûr aussi, pour un centre de ce niveau-là, après les Jeux Olympiques, accueillir les compétitions internationales. Oui. Nous avons besoin de cette vitrine, nous avons besoin de cela pour motiver, galvaniser nos troupes, tant les sportifs que notre public, que nos licenciés, c'est extrêmement important. Et après les France en février, il y a quelque chose qui arrive au point de vue international? Il y a le grand championnat d'Europe que nous organisons à peu près aux mêmes dates que les Jeux, du 23 juillet au 7 août. Et bien sûr, accueillir nos licenciés à chaque fois que c'est possible. Donc là aussi, nous y travaillons, même si ce n'est pas encore autant développé que ce que nous voudrions, mais nous y travaillons. Une autre question sur un engagement, celui-là qui est plus large et qui vous a devancé, mais qui m'a entre guillemets surpris parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, c'est les 5 à 7% annuels d'augmentation de votre nombre de licenciés. Et ça date d'avant les Jeux. Comment vous expliquez cet engouement qui effectivement n'est pas accessoirement hyper communiqué et comment la structure club accueille et fait face à cette recrudescence, tout simplement? Alors déjà, nous aimons surprendre, surtout nous ne sommes pas surpris par rapport à tout le travail qui a été fait ces dernières années. Autant en termes de formation, d'investissement. Donc nous communiquons beaucoup plus en interne certes vers les clubs, mais c'est bien le cas. Nous avons beaucoup développé aussi la formation en interne en mettant en place des formations supplémentaires vers les moniteurs bien sûr. Nous avons développé les cibles couleurs qui existent dans tous les sports. Nous les avons systématisées chez nous aussi avec la formation à l'accueil dans les clubs justement qui permet aux clubs de mieux
accueillir et de se développer aussi, d'intégrer aussi avec des chemins d'intégration c'est les nouveaux venus, les licenciés. Et forcément, les résultats que nous avons drainent toujours fortement les nouveaux licenciés vers nos clubs et que nous voudrions aussi, bien sûr, dans notre politique de développement, encourager, renforcer, leur donner les moyens aussi d'accueillir tout ce public, de développer leurs infrastructures. Alors Gilles se frotte les mains, évidemment, 280 000 licenciés, ça veut dire que si la base est solide, ça risque de faire une élite, ça, dans quelques années, qui risque de grossir également, au-delà du petit sourire et de l'onomatopée. Gilles, si on veut être un petit peu sérieux et se projeter, Walter évoquait une forme d'introspection. Qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle Olympiade qui vous fait dire, bon, il y a eu un élan populaire de licenciés. Comment on fait fructifier, si tant est que l'expression soit juste dans le sport, comment on fait fructifier tout ça dans les 4 ans qui viennent? En fait, on se re-questionne. Là aussi, le temps du débriefing un petit peu de ces JO nous a permis aussi de se reposer aussi les questions sur la détection, par exemple, sur la filière d'accession. Donc, autrement dit, comment, par rapport à une structuration avec une base qui, comme vous le soulignez, qui est très solide, comment, à un moment donné, on va susciter des vocations, comment derrière, on va pouvoir détecter des talents. Donc là, c'est tout le travail, en fait, de nos territoires. Et des pistes? Vous avez des pistes autour de ça? Oui, alors on a des pistes, on identifie bien évidemment certaines habilités que l'on va rechercher dans les différentes armes pour pouvoir orienter notamment nos différents athlètes. Alors si on reste sur les filières olympiques et paralympiques, dans les 3 armes, carabine, pistolet et plateau, donc fusil. Et donc là, on essaie de travailler très très tôt, très très jeune, de façon à pouvoir, quand on dit orienter, c'est-à-dire simplement mettre un accent sur un suivi qui va se faire au plus près au niveau des clubs, là où effectivement ce n'était pas forcément le cas parce qu'on manquait peut-être d'encadrement. Le fait d'avoir aujourd'hui beaucoup plus de monde, d'avoir des équipes techniques régionales beaucoup plus structurées, on est au plus près des athlètes et donc ça permet d'avoir un accompagnement parce qu'on s'aperçoit que la concurrence internationale tout simplement nous démontre qu'elle est présente très tôt. Et le fait d'avoir un Annabelle aujourd'hui, en étant je dirais, très jeune dans la catégorie, c'est tout à fait, on est dans cette logique-là, c'est-à-dire de mettre des trajectoires d'athlètes qui sont potentiellement issus ou sortant il y a peu de temps des catégories juniors, et là où le tir était toujours reconnu pour dire c'est un sport à maturité tardive, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut être champion olympique à 17 ans, 16 ans, et on peut l'être forcément, bien évidemment, entre 20 et 25 ans, de façon très naturelle. Avec Didier Richard et Annabelle Pioche qui sont à ma gauche et qui représentent donc ces sportifs de haut niveau présents dans cette émission. L'Olympiade a très bien débuté pour vous d'ailleurs, Annabelle. Au demeurant, on va pouvoir détailler tout ça. Mais avant ça, Didier, gros travail fédéral depuis l'arrivée du paratir en 2017, il me semble, au sein du giron fédéral. Où est-ce que vous l'attendez maintenant, la fédération, pour aller encore plus loin pour vous? Très gros travail, parce qu'on est passé question de sortie internationale, c'était une dans l'année, et quand il y en avait, et que maintenant on en fait 3, 4, on a quand même beaucoup plus de moyens. Et ce que j'attends, je ne vois pas ce qu'on peut attendre de plus que ce que la Fédé nous donne. En ce moment, je pense qu'on est bien encadré, on a des très bons entraîneurs. On est venu beaucoup plus professionnel aussi, le paratir. Je ne m'attends pas plus, moi je trouve que c'est bien comme ça. Pas mal ça. Voilà, avoir un vivier derrière pour avoir des personnes qui nous remplacent derrière, parce que c'est ce qui me manque un petit peu sur le paratir. Et que 59 ans. Oui. Tout va bien. Et sachez que vous savez évidemment que Tanguy Delaforêt a attendu sa 6e Paralympiade pour être médaillé. C'est vrai. Donc tout est dans votre camp. Tous les voyants sont au vert pour vous, Didier. Les voyants sont un peu au vert aussi pour vous, Annabelle, dites donc. Ça va, pleine d'humilité, Annabelle, parce que il y avait ces championnats d'Europe à 10 mètres en Croatie, du côté d'Osijek, début mars. Vous êtes devenue championne d'Europe avec vos coéquipières Camille, on en a parlé, et Céline Goberville aussi, qui était dans cette équipe. C'est une première médaille en senior, j'imagine pour vous que c'était une bonne manière de démarrer l'année. Carrément, ouais, surtout avec quand même 2 vice-championnes olympiques à mes côtés, donc c'était vraiment très bien, quoi. Beau travail d'équipe. 10e en individuel par ailleurs, oui. C'est ça. C'est un cycle que vous avez su reprendre à partir de quand, on va dire post JO, quand est-ce que vous avez mis l'ouvrage sur le métier? Il a fallu digérer ces JO sans vous, ou vous étiez déjà concentré pleinement sur la suite?
Digérer, ça a été assez rapide parce que je n'étais pas censée forcément être dans la course pour les JO Ouais. 2024. Donc c'était une très bonne surprise. Mais du coup, vraiment vite tourné vers l'avenir, vers 2028. Donc reprise dès septembre, comme une saison classique. Avec eh bien, au niveau français, au niveau hexagonal, du côté de Châteauroux, lors de ces championnats de France dont on parlait tout à l'heure, également une 3e place dans cette catégorie où Mathilde, Camille vous ont certes devancé, mais avec en qualification un record de France quand même, qui en termes de précision à 588 est à noter, impressionnant. C'est quelque chose qui, j'imagine, reste aussi comme une manière de vous dire que vous êtes capable à chaque fois de sortir du très gros en tir. Ouais, c'est ça, ça pose le cadre, ça montre que le travail il est bon, que ce que je fais au quotidien c'est bon, ce qu'on met en place avec les entraîneurs c'est bon. Et ça donne envie de plus aussi, quoi. De pas forcément s'arrêter là et de toujours vouloir un peu repousser ses limites. Donc c'était génial. Émulation décisive, Walter, dans ces catégories-là, à 10 mètres, à 25 mètres. Vous êtes un entraîneur heureux, j'imagine? Complètement. Une vraie satisfaction, un vrai plaisir, un vrai bonheur d'accompagner cette équipe au quotidien. Elles sont ambitieuses, elles l'affichent. C'est un peu nouveau aussi, ça, pour nous, d'avoir des jeunes qui arrivent et qui disent « moi, je veux gagner, moi, je veux aller au jeu et je veux une médaille ». Ça nous remet en cause, nous aussi, dans le staff, de mieux accompagner, de mieux comprendre ces jeunes, cette génération-là. Et c'est vraiment un plaisir. Je le dis des fois sans faire de mauvais jeux de mots, mais c'est elles qui m'entraînent aussi à me remettre en question, à leur proposer des choses nouvelles, à être assez créatif dans les stages. Là, on souhaite faire des stages aussi à l'étranger. Il y a vraiment, c'est pas forcément une remise en question, mais c'est aller plus loin encore dans certains domaines, parce que vraiment elles s'investissent énormément toutes dans leur stand, dans leur club, dans leurs associations, et en même temps avec le pôle à Bordeaux, on met en place aussi des choses. Et c'est un vrai challenge aujourd'hui de pouvoir anticiper les Jeux de Paris, de Los Angeles en 2028, avec une équipe où on sait qu'on peut aller au bout et assez loin. Ouais. C'est vrai la breloque, Annabelle, pour Los Angeles? Oui, c'est vrai. Ah, vous en rêvez? Déjà? Ouais, déjà, ouais. Mais il y a d'autres étapes avant, mais sur le cycle de 4 ans, ce serait bien. C'est chouette ça. Didier, vous aussi, en février, vous fûtes vice-champion de France, Oui. derrière Jean-Louis Michaud, médaillé para. Vous aussi, il y a déjà une projection pour vous, ou c'est encore un petit peu tôt, vous profitez de cette fameuse année sabbatique pour remettre un cadre d'entraînement et d'objectifs? Je remets un cadre d'entraînement, c'est sûr, mais l'objectif sera toujours le même. Je veux aller à Los Angeles. Après, j'arrêterai de moi-même si je vois que je suis pas ou je suis plus du haut niveau, quoi. Si je peux plus faire une médaille ou je suis plus capable de faire une médaille, ça sert à rien de continuer. Mais je pense qu'il y a encore de bons restes. L'œil est encore pétillant. Hugues, est-ce que le mot de la fin, c'est finalement émulation? On en a parlé dans la catégorie en ce qui concerne Annabelle. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose, un vecteur et surtout un souhait qu'on peut vous demander pour 2025 ou un souhait à vous formuler, voilà, pour 2025, l'émulation? C'est évident, l'émulation bien sûr. L'idée c'est qu'avec Gilles, avec l'équipe d'entraîneurs, on va mettre tous les moyens à disposition pour que derrière, naturellement, nos sportifs remportent des médailles. Parce que je voudrais vraiment les voir sortir du pas de tir de finale en étant épanouis, clairement. Et je leur souhaite vraiment de vivre des émotions fortes à ce point-là. Et l'idée, c'est tout simplement de mettre tout en œuvre pour les mettre sur orbite là-dessus. Et après, c'est à eux de faire leur job à eux. Et j'en serai très content quand ils ressortiront justement en ayant la banane, en étant heureux. Eh bien, écoutez, on a vécu des émotions aussi à vous entendre, déterminés et empathiques autour de ce plateau. Merci d'avoir été avec nous tous les 5 pour ce numéro spécial du club avec la Fédération française de tir. Merci aussi aux équipes en régie, sans qui on aurait été peut-être un peu moins beau et intéressant à regarder. J'entends évidemment Nicolas Baillet, notre réalisateur, Alban Debergue au son et Sandrine David au maquillage. N'oublie pas non plus Julien Perronnet dans l'oreillette pour nous aider à l'occasion de ce rendez-vous. Puis on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel opus du club. D'ici là, sportenfrance.com pour ne rien rater de nos rendez-vous. Bye bye. Merci à Sport en France.